introduction. Oui. Donc bonjour à tous. Je me présente rapidement. Romain Rouault, chercheur dans le laboratoire Géolab de l'Université de Limoges. Je suis actuellement en contrat postdoctoral à la Fondation de l'Université de Limoges et je travaille dans le cadre d'une chaire de recherche internationale sur les ressources forestières et l'usage du bois. Avant de démarrer, deux mots d'abord sur... Ne plus afficher ce message. Voilà. C'est un travail qui a démarré récemment, hein, ça fait que 8 mois, le travail qui a démarré, le travail que je vous ai présenté, donc on va avoir des résultats extrêmement partiels. On est encore un petit peu dans la méthodo, dans la démarche, mais ça me paraissait intéressant de venir présenter ça. On nous a demandé, voilà, à Limoges, est-ce que vous pouvez venir parler de circuits de proximité? Donc on a répondu positivement, d'ailleurs on remercie vraiment le GIF Ecofort, Régefort, INRA de nous avoir conviés à ça. Mais j'ai essayé là, ces dernières semaines de commencer à traiter les résultats, et donc c'est vraiment très partiel, mais c'est pour susciter un petit peu la réflexion et les remarques sur la méthodologie, la démarche mise en place. Donc voilà, donc un travail qui prend place donc, dans la chaire internationale sur la ressource forestière et l'usage du bois, une chaire qui, on va dire, a pour but ou comme objet de travailler sur comment contribuer au développement de nouvelles stratégies de valorisation des ressources forestières en moyenne montagne, mais vraiment le terrain d'application, c'est plutôt l'espace central, le massif central, avec 3 axes qui sont développés, et en tant que géographe, et puis je travaille aussi avec des économistes, on intervient plutôt dans l'axe amélioration des dispositifs de gestion des conflits d'usage, même si vous allez voir, la communication n'est pas trop axée pour l'instant sur la question des conflits d'usage. Donc le cadre général, on va dire, de la chaire, c'est cette histoire de ressources latentes forestières, d'engagement aussi des pouvoirs publics et des territoires pour aller chercher un potentiel de développement, notamment parce que cette ressource latente, qui est sous-exploitée, elle est présente dans les territoires qui ont été généralement fortement touchés par la déprise rurale et qui sont en mal de développement. Donc voilà, un potentiel de développement important que représente une ressource bois là à valoriser. À côté de ça, un autre moyen, une autre voie de développement de ces territoires, c'est le cadre de vie, et sur ces forêts, cette ressource-là, se greffe aussi un certain nombre d'attentes, et notamment d'aménité environnementale, d'où découle un certain nombre de conflits d'usage. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle locale, régionale ou à l'échelle des territoires, émerge une demande consensuelle entre territoires et gens de la société civile, pouvoirs publics, acteurs aussi institutionnels de la filière, notamment les interpros, pour activer cette ressource locale dans un esprit de développement endogène des territoires sur la base de cette ressource bois. Donc, du coup, dans les discours publics émerge clairement la question des circuits de proximité, la valorisation locale de cette ressource. Voilà le cadre général. Alors, la question à laquelle on essaie de répondre, c'est ce renouveau socio-économique, parce qu'en fait, il y a une mise en tension entre des logiques locales de valorisation d'une ressource et puis en même temps des forêts qui sont projetées, elles, on va dire, dans une perspective mondialisée du marché. Est-ce que ce renouveau socio-économique sur la forêt a lieu, notamment dans la vague, dans l'inspiration d'un certain nombre d'innovations sociales et organisationnelles, que sont par exemple des circuits courts dans l'agroalimentaire, les systèmes productifs locaux, et puis également un développement de l'écologie industrielle, l'économie circulaire. Alors oui, effectivement, on a vu, on a discuté hier, il y a des coordinations, des nouvelles formes de valorisation qui se mettent en place. Alors là, j'ai pris exprès une photo tirée de la vidéo qu'on a visionnée hier dans l'atelier 3, et donc on parlera un petit peu après. Sur les AMAP, bois de chauffage, donc là, il y a un champ sémantique utilisé où on emploie les AMAP qui viennent des circuits courts agroalimentaires, et on réapplique ça dans le domaine du bois de chauffage. Quels en sont les acteurs, quelles en sont les modalités, ça c'est vraiment la question, de ces nouvelles formes d'organisation dans la filière, et quels sont les moteurs de ces dynamiques. Donc on utilise pour ça une grille de lecture qui émane de l'école de la proximité, qui dans le champ de l'économie spatiale, l'économie territoriale, et où du coup les circuits de proximité sont une proposition plus large de la vision de ces nouvelles coordinations, de ces nouvelles modalités de valorisation de la ressource. C'est-à-dire que les circuits de proximité n'égalent pas les circuits courts. Rapidement, pour rappel, les circuits courts, si on prend le plan Barnier,
c'est maximum, c'est pas un seul, c'est maximum un intermédiaire dans la chaîne de transformation du produit. Donc, en agroalimentaire, c'est facile, hein, de plantes framboises, c'est assez facile, si on est producteur de framboises, de faire sa confiture de framboises et de la vendre. Voilà. D'un point de vue technique, c'est réalisable. Bon, mais quelle applicabilité dans la filière bois, notamment quand on va parler de transformation de grumes, de bois d'œuvre, etc., où ça demande des technologies, des process beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliqués à mettre en place. Donc, quelle applicabilité des circuits courts, et puis quid du local aussi. C'est pas parce qu'on a moins d'intermédiaires qu'il y a une logique de local, même si elle est souvent sous-entendue dans la notion de circuit court. Donc, une proposition par cette grille de lecture des proximités plus larges dans les formes d'organisation et de coordination de nos acteurs au sein de la filière bois. Donc des proximités qui sont de deux ordres, on va dire, de grandes familles, les proximités spatiales, c'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir dire tel acteur est près d'eux, loin d'eux, et donc qui se mesure en distance, en métrique, bon, une notion assez facile à appréhender. Et par ailleurs, qui dit proximité spatiale ne veut pas dire projet ou mise en coordination des acteurs, parce que de la proximité spatiale peut naître également les fameux conflits d'usage. Donc il faut un autre type de proximité pour que se mettent en place des coordinations, des coopérations entre les acteurs de la filière bois et des autres acteurs aussi, acteurs institutionnels. Donc ce sont des proximités de type relationnel, des proximités sociales, où là on a deux grandes familles, proximité dite d'appartenance ou institutionnelle, où là on aura des acteurs qui vont s'organiser pour des raisons plutôt autour de valeurs partagées, de mêmes ressources cognitives, et là on a des acteurs qui vont pouvoir dire je partage ou je ne partage pas ta vision des choses, et donc on va vers un but commun, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Et puis également des proximités de type de coordination, où là on va forcer la rencontre des gens pour qui, alors je les traduis par connaît pas, où typiquement on va mettre en place des plateformes, des forums de rencontres, permettre aux acteurs de la filière bois de se rencontrer pour éventuellement monter des projets ensemble. Typiquement, ce sont les types d'actions que font par exemple les interpros de la filière bois. On applique ça au contexte limousin, sans revenir sur les grands enjeux qui sont en Limousin un peu les mêmes qu'au niveau national, où on a une filière peu structurée de l'amont à l'aval. Voilà, c'est des critiques qui arrivent régulièrement, où on espère, notamment par les pouvoirs publics, que les circuits de proximité pourraient apporter des réponses à ça. Un appareil industriel productif qui est centré sur la ressource résineuse, a priori, des difficultés d'approvisionnement. J'ai mis à moyen terme, mais là on est même dans le court terme, et ça se mesure déjà dans certaines entreprises, grosses unités de transformation qui n'arrivent pas à drainer assez de résineux pour fonctionner correctement. Et une filière, et donc du coup on va chercher du bois beaucoup plus loin, et une filière très inégalement intégrée aux dynamiques territoriales. Donc en Limousin quand même, on formule cet enjeu majeur, ce qui est encore plus important que dans le cadre national, où en Limousin la filière bois représente le premier pourvoyeur d'emploi du tissu rural. Donc vous voyez toute l'importance pour les pouvoirs publics, et notamment la région qui pousse beaucoup derrière, à structurer, à aider au développement de la filière bois dans un esprit de développement endogène. Voilà. Donc, maintenant la méthodologie pour appréhender ces circuits ou ces proximités dans la filière bois. La question est de comprendre, d'accord, très bien, vous dites que la filière n'est pas structurée, bon, quand même, il y a des gens qui travaillent ensemble. Donc on va aller voir comment et pourquoi les entreprises, elles travaillent ensemble, c'est ça. Avec, dans l'idée que quand on aura les raisons de la manière dont les entreprises se coordonnent et se mettent à travailler ensemble, derrière on aura le comment du pourquoi elles ne travaillent pas suffisamment ensemble et comment on va pouvoir actionner et avoir des leviers de dynamisation, on va dire, de dynamique de la filière. Donc on fait une enquête filière, pour en parler, c'est-à-dire qu'on va voir les chefs d'entreprise, les dirigeants des entreprises de la filière bois, et on travaille par entretien compréhensif, c'est-à-dire ce sont des entretiens qui sont basés plutôt sur une discussion, des entretiens longs, en moyenne ils durent 1 heure, mais jusqu'à 2 heures, et la discussion, le débat mis en place porte sur 2 aspects. La première sur la pratique productive de l'entreprise, où on aborde les différentes fonctions, la fonction d'approvisionnement, la fonction de production et la fonction de commercialisation, et avec qui il travaille, pourquoi, quelle entreprise, depuis combien de temps, pourquoi avec lui et pas avec le voisin, etc. Donc la discussion se noue autour de ces choses-là.
Et un autre aspect que je n'ai pas mis là, qui est la situation de l'entreprise. Pourquoi vous êtes situé ici et pas là-bas? Depuis combien de temps? Et quelle est l'histoire de l'entreprise? Est-ce qu'elle est héritée? Est-ce qu'elle appartenait aux parents? Ou est-ce que c'est un investissement, on va dire, plutôt sur le long terme? Et donc un échantillonnage qui est construit aussi, où on ne travaille pas, on est sur une approche qualitative, donc on ne cherche pas à avoir des entreprises entièrement un échantillon représentatif de tous les acteurs de la filière bois, mais plutôt on va se servir des entretiens pour remonter finalement les réseaux de collaboration. Puisque au cours de l'entretien, il va nous donner un certain nombre d'acteurs avec lesquels il travaille, mais c'est ces acteurs-là que je vais aller rencontrer. À la fois dans l'amont, la partie approvisionnement et la partie commercialisation. Sur ces entretiens, on y applique deux traitements. Deux types de traitements. On va faire une cartographie de réseau, des réseaux d'acteurs et de relations, qui va nous donner une abstraction du réseau de collaboration. Donc on enlève là-dedans la proximité spatiale, on s'affranchit des questions de distance, de métrique. Et puis, on va confronter la pratique de notre chef d'entreprise dans cette production à son discours et au champ lexical. On va traiter le champ lexical. Et donc l'idée, c'est d'accéder aux représentations propres du sujet interrogé. Deux territoires rapidement qui sont enquêtés. On essaie d'avoir des entreprises sur l'ouest du Limousin. Dans le PNR Périgord-Limousin, où on a une filière plutôt feuillue, avec des entreprises qui sont très intriquées dans le territoire, très bien réparties un peu partout dans toutes les communes, un tissu rural, et bien intégrées à la dynamique locale, et où on a une filière qui est beaucoup plus identitaire et mieux acceptée localement. Et à contrario, à l'opposé du modèle, à l'est du Limousin, le PNR Mille-Vaches en Limousin, où on a une filière centrée sur la ressource résineuse, centrée Douglas, très industrialisée, avec des grosses unités de production, et qui pose des problèmes d'acceptation sociale, notamment au travers d'une crispation sur la question des couperages. Donc je viens maintenant aux résultats, parce que je voudrais vous présenter. Donc ce sont des résultats, on va dire, c'est tout neuf, très peu de recul dessus, mais ça me paraissait intéressant de les présenter. Donc, une trentaine d'entretiens, pour l'instant j'ai eu le temps d'en retranscrire entièrement seulement 10. Donc on enregistre l'entretien, les retranscrit intégralement sous forme de texte, et c'est ces textes-là qui vont être ensuite traités par la cartographie de réseau, c'est-à-dire qu'on crée une base de données où on relève tous les acteurs, donc une table acteurs constitue des nœuds, des sommets du réseau que je vais vous présenter, et puis une table relation entre ces acteurs, c'est-à-dire les traits qu'il va y avoir qui vont rapprocher les nœuds, et qui représentent les relations. Et bien sûr, ces acteurs et ces relations ont un certain nombre de variables qui sont associées. Donc pour les acteurs, le chiffre d'affaires, l'ancienneté de l'entreprise, le nombre, l'effectif, etc., le code d'activité, effectivement. Et puis sur les relations, des relations qui sont orientées, c'est-à-dire commerciales, de lui vers lui, réciproques, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, donc des relations de type collaboratif, etc. Donc tout un travail de caractérisation de ces réseaux de collaboration, de ces relations entre entreprises. Donc je vous le dis, c'est basé pour l'instant sur 10 entretiens, et je vous présente le schéma tel qu'il me ressort à travers un traitement. Donc je vais vous présenter. Là ici le logiciel GFI, qui est un logiciel libre de cartographie de réseau, qui a été mis au point, notamment pour travailler sur les réseaux sociaux. Les nœuds, qui sont les acteurs, là où j'ai mis des lettres, c'est les entreprises que j'ai rencontrées, ce sont les 10 entreprises rencontrées. Plus un nœud est gros, plus il a de relations avec le reste des acteurs, donc c'est un calcul de densité. Et puis ensuite, vous avez des couleurs qui apparaissent, et ça, ce sont les communautés d'acteurs qui sont automatiquement calculées par le logiciel à partir de relations, et en fait ça représente finalement des clusters, c'est-à-dire ensemble ils forment une communauté qui travaille collectivement et qui ont des relations régulières et fréquentes. On a 10 entretiens, ça représente quand même 126 acteurs qui ont été cités par les entreprises entretenues et 232 relations caractérisées. Donc on a un réseau finalement qui est relativement dense, très connecté et bien partitionné, qui représente vraiment cette communauté bien identifiée. Donc pourquoi aussi passer par une abstraction? Là je vous donne le même réseau spatialisé. On a l'adresse de ces entreprises, on géocode, on envoie ça donc
sur une carte, et donc elles sont représentées, donc on a nos entreprises. C'est impossible de pouvoir traiter ça comme ça. En plus, j'ai pas mis les relations, ça serait totalement illisible. Donc on a vraiment besoin de passer par une abstraction des proximités spatiales pour pouvoir visualiser des structures qui sont difficiles ou impossibles à voir sous la forme du réseau brut. Quelques points d'analyse de cette représentation. D'abord, on peut remarquer le phénomène d'atomisation de la filière. Voilà, ça c'est un terme qui est souvent utilisé et qui est observable ici. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui sont périphériques à notre réseau, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une relation avec un acteur du réseau, et donc qui représentent ce phénomène d'atomisation. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'acteur en haut tout au nord, qui est tout seul isolé, lui n'est pas intégré dans un autre réseau. Hein, on est sur un zoom et une forme de cluster finalement. Mais en tout cas, ça veut dire que nos acteurs, nos entreprises, entretiennent effectivement des collaborations régulières avec un certain nombre d'acteurs, mais elles ont un certain nombre de collaborateurs qui leur sont propres et qui sont en dehors de ce réseau. Ça, on peut y trouver un certain nombre de raisons et qui sont issues des entretiens et des remarques. C'est que d'abord, cette atomisation ou cette dispersion ou cette multiplication des acteurs a lieu surtout dans la partie aval, dans la partie plutôt, on va dire, commerciale, c'est-à-dire que beaucoup de partenaires commerciaux, plutôt que de partenaires dans le côté approvisionnement, notamment parce qu'ils s'aménagent, et ça c'est quelque chose qui ressort souvent, des marchés complémentaires. Alors d'abord, il y a deux choses. C'est la question de la volatilité des marchés, c'est-à-dire qu'il faut changer régulièrement de marché, parce qu'ils sont souvent soit en concurrent, soit ils s'affaissent, ou ils disparaissent, et donc besoin de produire de nouveaux produits. Donc ça, il y a un changement et une question d'adaptation et un effet d'opportunité qui est très fort. Et donc qui fait qu'on a beaucoup de collaborateurs dans le champ commercial, mais on a aussi des relations qui sont parfois ponctuelles, occasionnelles et pas forcément durables, là, installées depuis plusieurs années. Et puis, ce qui ressort aussi, c'est ce côté syndrome SNCF, c'est-à-dire que quand on va rencontrer par exemple, si on prend le cas des surfedus, c'est particulièrement parlant, c'est-à-dire qu'effectivement, le marché de la traverse chemin de fer les a beaucoup portés, mais il y a un moment où il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et donc, ils se sont retrouvés un petit peu tout seuls, comme ça, et qu'est-ce que je vais faire des chaînes et des sièges que j'ai. Donc, il a fallu trouver des marchés complémentaires, et à partir de là, ils se sont dit, on va peut-être pas mettre tous nos œufs dans le même panier, et on va diversifier notre gamme de produits. Et donc, ça passe par la traverse paysagère, mais d'autres choses, par exemple aussi, un marché qui peut être porteur, c'est par exemple la production de planches pour les cercueils. Voilà. Ça, c'est quelque chose, je n'avais pas idée, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être porteur pour certaines sites. Bon, passons. Si on regarde ce réseau de collaboration également, on va avoir un certain nombre de nœuds qui existent, des nœuds et réseaux de forte densité, et ça représente en fait les différentes modalités de coordination de mes entreprises. Et là, on peut dégager trois types. Alors, c'est une typologie proposée à partir de... Voilà, qui n'est pas généralisable pour l'instant et qui va s'étoffer et se diversifier. Mais rien qu'en regardant et analysant ce réseau, on a des modalités de coordination et de travail des entreprises. Alors, le type éco-industriel, c'est-à-dire qu'on a l'installation sur un même site d'entreprises qui mettent en commun ou en complémentarité leur appareil de production. Donc il y a une coordination, une institutionnalisation à l'échelle très locale. C'est la zone bois avec plusieurs entreprises qui sont complémentaires. C'est ce qui est le plus proche, par exemple, de l'écologie industrielle. Donc c'est pour ça que j'ai mis éco-industriel. Le type collaboratif, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui vont se retrouver autour d'un but commun, par exemple défendre une essence en particulier, le Douglas, le châtaignier, qui vont travailler pour défendre cette essence, et donc on va avoir une institutionnalisation sous la forme d'associations, de fédérations, etc. Voilà, donc ça c'est le type collaboratif. Il y a un autre type qui apparaît aussi, le type sociétaire, c'est-à-dire des entreprises qui, au bout d'un moment, vont se regrouper, vont se concerter, et vont se dire, pour avoir une prise d'autonomie sur les marchés, on va créer une structure ad hoc pour valoriser mieux et plus correctement nos produits. Par exemple, j'ai pris des exemples, la création d'unités de séchage en commun, la création d'unités d'aboutage. Voilà. Là, ce sont des exemples de collaboration et de motivation de nos entreprises. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que cette spatialisation nous représente qu'il y a un effet matière qui est important et qui est lourd, une tendance lourde. C'est-à-dire que dans la partie nord de mon réseau, on a
clairement les entreprises qui travaillent le chêne. Si je mets comme ça, à l'est, on a les entreprises qui travaillent uniquement, alors vraiment uniquement, exclusivement le châtaignier. Et puis au sud, les entreprises qui travaillent essentiellement et majoritairement la ressource résineuse. Et ça, c'est marrant d'observer ça. Donc on a ces groupes-là. Alors bien sûr, là-dedans, il y a la technicité de la mise en œuvre des matériaux, des essences qui sont propres, avec des marchés particuliers spécifiques à ces essences. Et puis il y a aussi un effet, probablement, qui est cette distribution géographique qu'on n'a pas pu représenter par ce réseau. Donc quand même, je reviens sur la situation des entreprises, elle n'est pas anodine, et j'ai calculé la distance entre les entreprises à chaque fois qu'il y a une collaboration. En bas, on retrouve de 0 à 6, c'est les classes, les différentes communautés de mes entreprises, et on voit qu'effectivement, il y a un classement en fonction des questions de distance. C'est-à-dire que de 0, 1 et 2, on a des entreprises qui sont essentiellement projetées à l'échelle locale, en relation, ça représente plus de la moitié des relations, mais néanmoins on a une partie qui va au national et à l'international, c'est-à-dire qu'on est à 300 km et plus. En fait, on a des ressources locales et puis des marchés au national et à l'international. 3 et 4, ce sont des entreprises où là, on est vraiment projeté dans une dynamique locale, valorisation locale, régionale, à la fois de la ressource et à la fois des produits bois. Et puis 5 et 6, où là, le local, ce n'est que la ressource. On utilise du bois localement, et par contre, on n'a aucun marché localement. Soit parce qu'on ne les a pas cherchés, ou qui sont déjà occupés, soit parce que, on va jouer carrément le jeu de la concurrence nationale et internationale avec des produits hyper techniques. Et notamment des produits de niche. Donc voilà. Là, on a eu l'aspect pratique dans l'approche collaboration, et puis ensuite, on va pouvoir traiter les entretiens au travers du champ lexical qui va nous donner la représentation. Donc, imaginez, on met ça dans un logiciel d'analyse textuelle, il va regrouper les mots, des scènes, par forme, et il va me proposer des classes en travaillant sur des analyses hiérarchiques, ascendantes et descendantes. Et il va me créer des classes de mots qui font sens, qui s'organisent, qui reviennent de façon récurrente au cours des entretiens. Et ça marche vraiment très bien, ça c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on a des classes de mots vraiment très très logiques, avec des forts coefficients d'association. Les mots, je ne sais pas si vous pouvez les lire, mais si on les représente dans les axes factoriels, qui est proposé par le logiciel, on a clairement vraiment 3 classes qui apparaissent, avec sur l'axe, alors je vais prendre l'axe 2 qui est le plus logique, des termes, des mots qui sont utilisés, un vocabulaire spécifique qui parle de la production, de l'exploitation, qui est l'amont de la filière, et puis à l'aval, le côté transformation, commercialisation. Et on a vraiment une forte dissociation dans l'emploi du vocabulaire de ces champs sémantiques, de ces mondes lexicaux. Et puis l'axe 1 qui lui représente plutôt le côté environnement, de travail, le cadre territorial, et où, pour l'instant, et ça c'est assez marrant, c'est aussi le manque d'entretien, il faut en faire encore un peu plus. On a vraiment un monde lexical qui est vert, qui est vraiment le côté intégré avec la notion de bien commun, c'est-à-dire qu'on se projette dans un ensemble territorial et un important concernement, comme on dit, voilà, ça c'est un terme à la mode, alors que le côté plutôt centré sur l'entreprise individualiste, pour l'instant n'apparaît pas, mais pourrait éventuellement apparaître à terme. On est bientôt terminé. Mais je conclus, donc c'est très bien. Alors, on a traité l'ensemble de ces champs sémantiques, et bien sûr, il va pouvoir me classer mes individus par rapport à l'utilisation de ce vocabulaire. Et là, vous avez les clusters de mots utilisés par mes individus et qui sont bien représentés. Donc, l'individu 1, qui est vraiment projeté dans des questions de durabilité, de territoire. Voilà, il a le sentiment, on a un discours pratiqué autour de, voilà, j'utilise une ressource, un territoire, il faut la valoriser, voilà, la question de bien commun. La durabilité revient régulièrement, la notion de local, ce qui ne veut pas dire que ce discours correspond clairement à la pratique. Et si on revenait en arrière et qu'on suivait exactement cet individu, ce n'est pas celui qui est le plus projeté à l'échelle locale. Donc ça c'est vraiment intéressant, on a une distance
réel entre le discours et la pratique réelle. Ça, ce sont les entretiens. Vous avez les mots, les ensembles de mots qui sont classés. Ça, c'est une cartographie, c'est normalement des entretiens. Vous imaginez, en fait, c'est les entretiens tapés on va dire, in extenso. Et le logiciel me classe mes mots par individu. Les individus sont à la suite, les 10 individus sont à la suite. Il va classer les mots et nous permet de classer mes différents individus dans les classes. Bon, voilà, c'était pour montrer une des représentations du logiciel. Donc je conclus. J'ai pas énormément de conclusions à apporter, parce que le travail est bien sûr partiel. Je viens de traiter ces analyses, c'est encore à développer, et en plus de ça, j'ai encore beaucoup de retranscriptions à faire. Donc, notamment sur le côté champ lexical, on a 10 individus qui sont installés dans 4 classes. Donc d'un point de vue signification, c'est pas très important, il va falloir en développer plus, mais le matériel est là et va être encore développé. Il reste un certain nombre de choses à faire, croiser les variables descriptives des acteurs, des relations, voilà. Donc on est vraiment dans un traitement partiel. Mais en tout cas, cette méthode nous permet de voir déjà diverses modalités d'engagement et de coopération des acteurs de la filière. Des choses que, si je n'étais pas passé par ces outils, j'aurais peut-être eu du mal à les analyser dans la globalité des entretiens et la diversité des acteurs rencontrés. Et puis ensuite, le côté pertinence avec la lecture des proximités qui nous permet vraiment de classer les types de collaboration et une modalité de rapprochement de mes acteurs dans la filière. Voilà. En perspective aussi, continuer à développer cette méthodologie, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Donc continuer le côté enrichissant de l'entretien et de l'apport, d'avoir cette vision et d'établir une relation un peu privilégiée avec le chef d'entreprise, parce que c'est un entretien qui est long, donc au moment où on rentre dans le côté, on se confie, c'est vraiment très enrichissant. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir le développer à d'autres cadres de travail, d'autres territoires, mais bon, ça c'est des choses qui sont en cours, et on y réfléchit notamment sur Rhône-Alpes. Voilà, je vous remercie.